Alors, le challenge suivant est un challenge qui vient en fait du fait que la France est maintenant présidente de la Commission européenne, et donc il y a un challenge dans ce cadre-là qui est proposé, donc c'est Philippe Blanc, qui est aussi chercheur à l'École des Mines, sur des problématiques de prédiction d'irradiance solaire à la surface de la Terre. Et je vais en venir... Pardon ? Oui, oui, c'est sûr. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un challenge qui est effectivement en relation avec la prévision intra-horaire du rayonnement solaire en utilisant des données issues de satellites. Et le satellite en question, c'est Météosat seconde génération. Tout d'abord, je me présente, je suis Philippe Blanc, je suis responsable du département énergétique et procédés de l'École des Mines de Paris, qui est juste à côté là. Mais je travaille à Sophia Antipolis et on a proposé ce challenge avec Yves-Marie Saint-Drenant, qui travaille dans le même laboratoire qui s'appelle le Centre Observation Impact Énergie, où on travaille sur l'évaluation de la ressource solaire et des énergies renouvelables et des analyses des impacts environnementaux des systèmes énergétiques en général. J'attire votre attention sur le fait que cet après-midi, il se trouve que je vais donner un cours à la suite du cours de Daniel Linco sur la ressource solaire, je ne sais pas dans quel amphi, mais au Collège de France aussi. Donc c'est un hasard du calendrier qui nous mène ici. Donc ce challenge s'inscrit dans un challenge qui a été proposé par Copernicus, et donc je vais d'abord parler de ce qu'est Copernicus. Peut-être que ce n'est pas connu de tout le monde. Copernicus, c'est un programme de l'Union européenne massif qui consiste à mettre en place des moyens d'observation de la Terre pour la surveillance de l'environnement. Les moyens d'observation de la Terre sont très vastes. Ce sont des satellites, ceux auxquels on pense en premier. Vous avez peut-être entendu parler des Sentinelles. Sentinelle 1, qui est un radar à synthèse d'ouverture. Sentinelle 2, qui est un système optique à 10 mètres de résolution, mais sur 12 bandes spectrales. Donc il y a 7 satellites comme ça qui sont capables de prendre des images de manière massive, persistante, plusieurs fois par jour pour certaines. Et ça constitue un socle d'informations qui nous donne une meilleure connaissance sur la Terre, et l'atmosphère et les océans. Ce n'est pas que ça, Copernicus, c'est aussi des mesures in situ. On ne peut pas imaginer de faire toute l'observation depuis l'espace. Donc on a des mesures in situ, ça fait partie de Copernicus. Et aussi, il faut prendre en compte aussi les modèles. Les modèles numériques sont maintenant aussi des moyens d'observation, puisqu'ils intègrent des mesures in situ, ils intègrent des mesures satellites. Et donc ces modèles numériques, c'est par exemple les modèles numériques météorologiques, ou des modèles numériques de chimie transport, ou des modèles mécaniques, de la mécanique des fluides des océans. Tous ces modèles, tout ce que constitue Copernicus, doit servir à un certain nombre de sous-domaines que sont l'atmosphère, les océans, c'est vrai que c'est tout petit là en fait, la Terre, la surface, le changement climatique et la sécurité. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du Copernicus Atmospheric Monitoring Service, qui est un service spécifique pour comprendre et suivre l'atmosphère. Donc, par exemple, le contenu en CO2 de l'atmosphère, de la vapeur d'eau, etc. Et en particulier, on va regarder la capacité de Copernicus Atmospheric Monitoring Service, CAMS, c'est un acronyme, pour déterminer la quantité de rayonnement solaire qui arrive au sol. Donc, cette quantité de rayonnement solaire, elle est disponible via un service web qui est gratuit, disponible à tous. Ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que ce programme Copernicus produit des données qui sont gratuites, open source, et vous pouvez faire du business à partir de ces données-là. Donc c'est vraiment, on met à disposition ces données-là, et on sent qu'on a bien effectivement un intérêt à faire en sorte que les gens s'approprient ces données et sachent les utiliser, d'où le challenge. Et c'est donc dans le cadre donc, de ce challenge, il est lancé dans le cadre du colloque Copernicus Horizon 2035 qui va avoir lieu du 16 au 17 février. Donc aujourd'hui, il y a un lancement du challenge, mais sachez que le lancement officiel de ce challenge sera le 17 février, un petit peu avant midi, pour le programme Copernicus. Mais vous pouvez tout à fait commencer à faire ce projet-là dès aujourd'hui. Alors, on va utiliser les données satellites issus de Météosat deuxième génération, satellite géostationnaire qui est à 36 000 km de la Terre et qui observe la Terre, enfin la partie qu'il est capable de voir, puisqu'il est au-dessus du golfe du Guinée, à la longitude 0, à l'équateur.
Donc il voit un tiers du globe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe jusqu'à des latitudes de l'ordre de 65 degrés. Donc plus ou moins 65 degrés en latitude et longitude. Et donc ça, tous les quarts d'heure, on est capable d'observer la Terre et son atmosphère avec les nuages, avec une résolution de 3 km de résolution. Nous avons développé à l'École des Mines l'algorithme qui est appliqué par CAMS pour générer estimer la quantité de rayonnement solaire qui arrive au sol. Et c'est sur ces données-là que vous allez travailler pour faire de la prévision. Alors, pourquoi on fait de la prévision? Parce que bien entendu, le rayonnement solaire, j'en parlerai un peu plus cet après-midi, est variable à la fois dans le temps, donc c'est des données journalières que l'on voit en bas, des données intrajournaires qu'on voit en haut, et bien sûr, il y a des corrélations spatiales et temporelles du rayonnement solaire incident au sol, liées notamment aux nuages, évidemment, mais pas que. La prévision solaire est très importante dans l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, puisque cette énergie est variable dans le temps et dans l'espace. Il est nécessaire de savoir quelle va être la variabilité pour pouvoir intégrer correctement ces sources d'énergie dans le réseau électrique. Et donc de faire face à cette variabilité en utilisant des moyens de stockage ou des moyens de production d'énergie annexes qui permettent de pallier l'intermittence ou la variabilité de la quantité de rayonnement solaire qui va arriver à un endroit donné. La particularité de ce challenge, c'est de vous fournir non pas une donnée de rayonnement solaire dans le temps et de faire la prévision de cette série temporelle. La particularité de ce challenge, c'est de vous fournir non pas une série temporelle d'une valeur, mais d'un ensemble de valeurs qui observent dans un rayon d'environ 240 km à la ronde d'un point d'intérêt que je n'ai pas déterminé pour éviter d'aller chercher des données sur le site Copernicus, des données du futur. Voilà. Et donc, c'est en utilisant ces données-là qu'il faut être... Donc, c'est des séries temporelles. Alors, ça devrait démarrer. Voilà. Donc, on voit cette série temporelle. Donc, c'est de l'éclairement. C'est exprimé en watts par mètre carré. C'est des données tous les quarts d'heure. Et on essaye compte tenu, sachant les 4 données précédentes, est-ce qu'on est capable, donc de la dernière heure, est-ce qu'on est capable de prédire la prochaine heure avec une granularité de 15 minutes. Donc c'est de la prédiction de séries vidéo de variabilité du rayonnement solaire au sol. Alors j'ai donné un certain nombre d'informations pour accompagner ce dataset qui constitue, donc c'est des matrices de valeurs d'irradiation, d'éclairement, pardon. Ce que l'on donne, en plus de ces valeurs d'éclairement dans le passé, on donne la valeur d'éclairement que l'on aurait si on n'avait pas eu de nuage. Donc ça s'appelle le rayonnement partiel clair. Et on va vous donner aussi la position du Soleil en fonction du temps, en azimut et en élévation. Enfin, en angle zénital solaire plus exactement, et en azimut. Donc c'est l'ensemble de données-là, vous les avez à chaque instant. Et vous avez les valeurs d'éclairement pour l'heure précédente, les valeurs de rayonnement solaire par ciel clair dans l'heure précédente et dans l'heure suivante, et les positions du Soleil qui sont totalement déterministes. Connaissant ça, est-ce qu'on est capable de déterminer les 4 quarts d'heure suivants de rayonnement solaire et avec quelle précision? Alors, bien entendu, c'est très difficile de définir une métrique d'intérêt pour la prévision. On propose aujourd'hui une métrique très simple qui est le mean square error, le root mean square error, qui évalue la norme L2 de l'écart entre ce que vous avez prédit et ce qui s'est effectivement passé, sur tous les horizons de temps, d'un quart d'heure à 1 heure. J'ai coécrit des papiers qui expliquent que le RMSE n'est pas une bonne métrique pour le rayonnement solaire, mais il faut bien commencer par quelque chose. On a discuté, d'ailleurs, merci à Marine, à Gassen et à Simon de nous avoir aidés à aller simplifier quand même le challenge pour arriver à quelque chose de lisible et de compréhensible. La baseline de la prévision, étonnamment, c'est ce qu'on appelle la persistance. C'est-à-dire qu'il faut être meilleur que la prévision qui consiste à dire le temps dans un quart d'heure, c'est celui que j'ai maintenant. Ou le temps dans 1 heure, c'est celui que j'ai maintenant. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple. Donc voilà la baseline, c'est cette persistance. Et on va exprimer l'intérêt d'une méthode de prévision par rapport à l'écart de la RMSE, entre votre RMSE de prévision et celle que donnerait la persistance.
Alors, comme c'est un sujet sûrement un peu atypique, je pense que c'est la première fois que vous avez de la prévision d'images vidéo, en tout cas de nuages. Voilà, ce que l'on utilise actuellement, c'est des méthodes à base de Cloud Motion Vector. C'est du computer vision très standard, c'est-à-dire que j'ai 2 images en séquence, j'en déduis des déplacements de nuages et je vais dire que les déplacements sont persistants dans l'heure suivante et je vais en déduire la prévision, faire cette prévision avec cette persistance du mouvement. On peut faire en eulérien ou en lagrangien, comme on veut, mais c'est exactement ce principe-là et que vous pouvez implémenter tout à fait compte tenu des datasets. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est l'émergence de méthodes de deep learning pour faire cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce challenge, c'est voir comment ça arrive à décoller par rapport à une méthode classique de CMV. Et j'étais dans une jury d'une thèse de EDF R&D, Vincent Le Guen, qui propose une méthode tout à fait intéressante, qui combine un modèle de LSTM convolutif avec un modèle physique de type équation différentielle partielle, de type CMV. Donc il l'a appliqué sur des images fisheye de caméra, mais je pense que ça s'applique tout à fait avec des images de satellites. Donc j'espère que ça vous a intéressé de contribuer à la transition énergétique en faisant un challenge sur la prévision du rayonnement solaire. Merci beaucoup.